Aujourd'hui, on va parler de la partie ventilation, électricité. C'est les derniers points qu'on n'avait pas vus. Donc, la dernière fois, on a vu la partie chauffage. Et donc, bien sûr, on vous invite à consulter le replay de la partie chauffage. Là, très rapidement, donc les différents sujets sur les gains d'énergie qu'on pourrait avoir, c'est aussi remplacer sa VMC ou en mettre une. Puisque certains logements n'ont pas de ventilation ou alors ont des ventilations type ventilation naturelle, qui sont des ouvertures hautes et basses avec des grilles. Sur certains logements, on les a. Idéalement, donc, c'est de basculer tranquillement vers différents types de ventilation. Une ventilation sur laquelle on ne parle quasiment plus, c'est ce qu'on appellerait l'autoréglable. Donc, c'est la ventilation qui a été la première ventilation installée, où on va je dirais pas bêtement, mais aspirer de l'air tel quel par des entrées d'air au niveau des fenêtres pour les faire ressortir dans les pièces humides et ensuite les aspirer pour les rejeter au toit. Et non pas les rejeter comme certaines fois, je peux le voir dans les combles, parce que c'est pas une bonne idée. Vu qu'on prend de l'air vicié et humide, il faut vraiment que ce rejet se fasse en toiture et correctement. Donc là, on va plus se baser maintenant sur des VMC, on appellerait Y A ou Y B. La différence, ça va être les entrées d'air ou non. C'est plus des problèmes techniques. Donc on va principalement parler donc de la ventilation mécanique contrôlée, Y B, qui va s'autoréguler par rapport au taux d'humidité et le nécessaire de renouveler l'air dans la maison. On a eu pour ceux qui sont sur notre Discord, on a fait il y avait un petit schéma qu'on a eu sur comment marche la ventilation. Donc l'idée, c'est de rentrer de l'air neuf dans des pièces où on va créer ce qu'on appelle de l'air vicié. Donc ça va être le séjour, le salon, les chambres. Et ensuite, cet air neuf qui va être aspiré au niveau des fenêtres va évacuer l'air vicié parce qu'il va être aspiré au niveau des pièces humides, salle de bain, WC et cuisine. Et donc, on avait pu voir un cas typique d'une entrée d'air qui était dans une salle de bain. Donc, c'est une erreur, puisqu'il ne faut absolument pas d'entrée d'air dans ces pièces où on aspire directement, parce que sinon, on ne fait pas le renouvellement d'air. On prend l'air tout de suite de la pièce où elle est et on l'évacue immédiatement. Donc, aucun intérêt, excepté d'éviter qu'il y ait de l'humidité dans cette pièce-là, mais par contre, les autres ne sont pas du tout traités. La VMCI gros B, il va falloir donc prévoir sur généralement une base de calcul de savoir combien de mètres cubes heure il va falloir qu'on draine pour correctement traiter l'air de la maison. C'est un calcul qui est généralement fait par un plombier chauffagiste puisque lui, il a l'approche ventilation. Qui aujourd'hui commence à être pris par le métier des électriciens parce que c'est plus électrique de l'installer, mais les calculs, si c'est pas ça ne revient pas des compétences de l'électricien, sauf s'il les a, mais c'est pas ce qu'on voit toujours. Voilà, donc on met des entrées d'air spécifiques. Ces entrées d'air vont se réguler mécaniquement par rapport au taux d'humidité pour s'ouvrir plus ou moins. Et ensuite, on va avoir donc les aspirations qui vont se situer donc dans la salle de bain. On va avoir pareil quelque chose de mécanique. Hein. Plus on va avoir de l'air humide, plus la trappe va s'ouvrir. Moins on va en avoir, plus la trappe va être fermée. Pour la cuisine, ça va être une aspiration constante avec une ouverture qui est réglée de base et avec la possibilité de mettre une seconde vitesse pour avoir un peu plus d'aspiration. Focus, la VMC n'est pas une hotte. Voilà, c'est généralement ce qui est fait. Souvent, des personnes vont utiliser des hottes qui ne sont pas à extraction, donc qui sont à recyclage, à charbon. Et en faisant fonctionner cette hotte, eh ben, ils vont se dire, on va évacuer l'humidité en mettant de la VMC. Donc, cette hotte, ça va parce que ça va aspirer certaines graisses. Mais par contre, si on n'a pas de hotte et qu'on utilise la VMC comme hotte, ou si on utilise le conduit VMC pour évacuer de la hotte, eh ben, en fait, on va faire devenir tout gras notre conduit, nos ventilateurs de VMC, et on va avoir une VMC qui va tomber rapidement en panne. C'est important que la VMC aspire dans la cuisine, mais elle n'aspire pas le rôle de la haute, quoi. Elle ne fait pas le rôle de la haute. Mais la deuxième vitesse va permettre vraiment, quand on va commencer à travailler dans la cuisine, à faire un peu plus faire des pâtes, par exemple, on va avoir un peu plus d'humidité qui ne pourront pas être traitées par la haute, bah là, ça va être la VMC qui va prendre le relais. Ça, c'est normal. Et ensuite, dans les WC, on va avoir un détecteur de présence. Donc, généralement, c'est une des seules aspirations qui est faite avec une pile de 9 volts à l'intérieur. Et puis, quand on va rentrer dans la pièce, quelques secondes après, on va avoir la trappe qui va s'ouvrir.
Pourquoi on régule cette partie-là et pourquoi est-ce qu'on ouvre ou pas ces trappes-là? C'est des économies d'énergie. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, la VMC autoréglable, elle réfléchit pas, elle ne fait qu'aspirer constamment. Donc ça veut dire que même si on n'en a pas besoin ou peu besoin, eh ben, on aspire tout le temps de l'air neuf et on renouvelle tout le temps l'air. Donc par conséquent, la chaleur monte et on enlève aussi de la chaleur du bien. Avec ces VMC-là, eh bien, s'il n'y a personne dans le WC, la trappe est fermée. Donc, on aspire moins d'air. Si dans la salle de bain, il n'y a pas d'humidité nécessaire, bah, la trappe aussi reste fermée. Et si le taux d'humidité est satisfaisant, bah, les trappes des fenêtres vont pas spécialement s'ouvrir. Donc, on va quand même avoir un renouvellement d'air, mais moins important. Et elle va se réguler aussi, le groupe va se réguler. Donc voilà la partie intéressante, on va dire, de la VMCI gros B, ce qui devient un peu le cas régulier. Ensuite, vous avez l'option de la VMC, ce qu'on appellerait double flux. Son procédé est relativement simple, c'est réchauffer l'air extérieur qu'on va aspirer par un échangeur dans lequel passe l'air qu'on vient d'aspirer de la maison qui est chaud pour l'extraire. Donc c'est juste l'échangeur qui fait cet échange-là, puisque vraiment les échanges d'air en eux-mêmes ne sont pas mélangés, bien entendu. Donc le principe est simple, on a une entrée d'air sur un côté dans les combles, on prend de l'air froid, il passe dans cet échangeur et il va se souffler dans les pièces où habituellement pour une VMC classique on aurait des entrées d'air. Donc on va dans le séjour, dans les chambres, on va avoir des bouches au plafond, des petites bouches rondes au plafond, rondes ou rectangulaires, ça dépend des modèles, qui va souffler de l'air. Et puis toujours dans les pièces humides, on va avoir cet air qui va être aspiré par cette VMC double flux, donc l'air aspiré, donc l'air vicié et humide qui va passer dans cet échangeur, donc qui va chauffer l'échangeur en quelque sorte, et cet échangeur qui va être tiède, au moment d'aspirer l'air, il va aspirer de l'air froid, mais il va se réchauffer pour être distribué dans les pièces, pendant que de l'autre côté, lui, il extrait en toiture. Donc l'avantage de la VMC double flux, c'est qu'on évite des déperditions thermiques trop importantes parce qu'on réchauffe l'air qu'on aspire. Plutôt que de prendre de l'air qui est très froid extérieur, on va prendre de l'air qui va être un petit peu réchauffé. L'inconvénient majeur de la double flux, c'est l'installation. Parce qu'il faut qu'on puisse aller un peu partout. C'est adapté aux maisons de plein pied, puisqu'en ce moment-là, on va carrément utiliser les combles pour faire cette distribution. Ça peut être adapté sur de la maison en rénovation à partir de zéro, sur des maisons où on va être avec un sous-sol total et on va pouvoir travailler aussi avec cette partie-là. À savoir que par rapport aux aides qu'on peut demander, jusqu'à il y a encore quelques mois, je n'ai pas revérifié pour vous dire les choses exactes, mais il faut que votre caisson VMC double flux soit classé A. Il faut que son étiquette énergétique soit A pour être éligible. Et à ma connaissance, j'en ai pas encore trouvé, mais des caissons éligibles en étiquette A, c'est des caissons qui sont en zone chauffée. Donc, c'est des caissons qui vont être stockés, ça peut être dans un placard, ça peut être, voilà. Mais c'est pas des caissons qui vont pouvoir être dans des combles ou qui vont pouvoir être dans un sous-sol pour bénéficier de l'aide. Mais ils peuvent être placés à ces autres endroits-là, mais par contre, il n'aura pas son étiquette A s'il est placé ailleurs. Et notamment ceux qui sont en emplacement réduit et qui vont se situer dans des combles, ça va moins bien fonctionner parce que l'idée, c'était d'avoir aussi l'échangeur dans un endroit tempéré pour éviter qu'il y ait des trop grosses différences de température et justement qui marchent moins bien. Alors, petite spécificité de la VMC double flux. Dans tous les cas, que ce soit la double flux ou de l'hygro B, tous les tuyaux doivent être remplacés. Généralement, c'est des tuyaux souples quand on a de la place, tuyaux souples isolés. Après, il peut y avoir des tuyaux rigides, rectangulaires pour des endroits un petit peu plus compliqués. Mais tout du moins, ils doivent être isolés. C'est pour éviter la condensation et éviter justement, de nouveau encore, l'histoire de déperdition. Voilà pour la VMC double flux. Et est-ce que tu peux passer une VMC Y A à Y B? Enfin, est-ce qu'il suffit juste de changer les Alors, entrées? ouais, certaines auraient cette possibilité, on change les entrées d'air. On crée des entrées d'air, en fait, précisément. Ok. Et il y a une autre VMC, alors j'en parle pas parce que c'est une VMC qui était mise en place, enfin, je ne suis pas convaincu, c'est une VMC qui fonctionne dans l'autre sens, qui insuffle de l'air et l'air est extrait par les fuites, en fait. Je trouve pas ça dingue. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pour ça que j'en parle pas. Voilà, donc pour résumer, la VMC double flux, ce n'est que dans de rares cas, mais l'utilisation sur de la rénovation, ça reste quand même relativement rare et la VMC gros blé est vraiment celle la plus utilisée.
Mais avec de la double flux, on monte pas mal d'étiquettes énergétiques. Ouais. On gagne des points. Oui, mais bon. Un petit focus très rapide sur une option qui peut exister, le puits canadien. Donc toujours dans le principe où on parlait de VMC double flux, plutôt que de prendre que de l'entrée d'air directement à l'extérieur, on peut prendre de l'air un peu plus loin et qui passe dans le sol pour être réchauffé avant d'être aspiré dans le circuit, ce qu'on appellerait le puits canadien pour la partie VMC. J'en ai pas vu encore installé. Ok. Je vous donne rapidement donc mon avis. L'étape suivante, c'est sur l'eau chaude sanitaire. C'est des avis qui me sont très personnels. Après, vous en ferez ce que vous voulez, vous adapterez aussi avec les situations, mais c'est des choses où voilà, je trouve un petit peu plus redondant. L'eau chaude sanitaire, on peut la créer de différentes manières. Ça dépend du type de chauffage qu'on va avoir derrière. Prenons l'exemple, une chaudière gaz, on va pouvoir la créer ce qu'on appelle en instantané, c'est-à-dire à la demande. On va pouvoir aussi l'avoir accumulée avec un petit ballon, par exemple un ballon de 15 litres, de 20 litres, de 40 litres, qui va accumuler un petit peu d'eau. Et ensuite, dès que ce ballon est vidé, ça passe automatiquement sur une production à la demande, parce qu'on reste sur du combustible, c'est facile à faire, ça se fait tout de suite. Pour les chaudières gaz, comme pour les chaudières fuel, la taille du ballon, et un ballon si nécessaire, c'est dû uniquement à la distance où on a des points de puisage, ou alors la possibilité d'avoir mis une salle de bain un peu évoluée, balnéo avec plusieurs jets et tout. Mais on est vraiment sur un confort sanitaire plus que se dire ah bah si comme ça j'ai 45 litres et j'ai de l'avance comme un cumulus électrique quoi. J'ai de l'avance, ça faut pas réfléchir comme ça. C'est si la chaudière gaz se situe proche de la cuisine et de la salle de bain, vous avez aucune, enfin principalement de la salle de bain, vous avez aucune raison à mettre une chaudière avec un ballon. Une chaudière micro-accumulée suffit largement ou instantanée fonctionnera tout de suite en fait et ça va. Ensuite, donc dans l'accumulé, on a aussi la notion donc de cumulus électrique et après donc de préparateur solaire thermodynamique. Tout ça, c'est de l'accumulé, ce qui veut dire qu'on accumule un volume d'eau et on va le chauffer de différentes manières. Donc la représentation, ce qu'on voit à côté, c'est un ballon type thermodynamique pour celui-là. Peut-être, oui, non, thermo. Donc l'idée, c'est d'avoir un volume d'eau et de le réchauffer. Donc le premier qu'on connaît presque tous, c'est le cumulus électrique. Il existe de différentes tailles. Il existe aussi en électrique pur, on peut faire en instantané, mais ça c'est... Bah, on n'est pas dans l'économie d'énergie. Le cumulus électrique relativement simple, 150 litres, 200 litres, 300 litres, une résistance électrique à l'intérieur, et ben dès que la température baisse dans le cumulus, la résistance démarre, ou alors si on a un abonnement jour-nuit, eh bien on va vider, comme on dit, le ballon d'eau, et puis dans la nuit, il se remettra en fonction pour prendre les douches. En termes de confort sanitaire, c'est pas un truc exceptionnel parce que si on se retrouve avec 3 ados dans la maison et un ballon de 150 litres, bah, c'est vite plié, quoi. Mm. Donc soit on va avoir un ballon qui tourne tout le temps, soit bah, on n'aura pas d'eau chaude et puis faudra attendre que l'eau se refasse dans la nuit. Voilà. Mais au moins, ça existe, c'est facile à mettre en place. Mais même 200 litres pour un couple ou 3 personnes qui se douchent normalement, il n'y a pas de souci particulier. Donc sur ce cumulus, bah là on produit, on disait on a une résistance et on produit. Après, on a la possibilité de faire en thermodynamie. Donc la thermodynamie, bah, c'est de la pompe à chaleur. On va avoir différents choix, soit l'unité extérieure est vraiment à l'extérieur, et dans ces cas-là, on a le même échange qu'une pompe à chaleur classique avec les gaz et le fonctionnement de la pompe à chaleur pour chauffer l'eau. Soit cette unité extérieure, elle est sur le cumulus thermodynamique, enfin le ballon thermodynamique. Et dans ces cas-là, on l'appelle en air ambiant. Donc il y a des spécificités. Il faut que la pièce elle fasse 20 mètres cubes, qu'elle soit non chauffée, de manière à ce que le ballon prenne l'air ambiant pour pouvoir récupérer ses calories. Mais par contre, c'est bruyant. Et sinon, la possibilité, c'est gainer. Donc là, c'est dans ce cadre-là où on a cette unité intérieure qui est posée qui est posée, elle est intégrée dedans, c'est quand même design. Mais dans ces cas-là, on va aspirer l'air extérieur et on va extraire l'air à l'extérieur aussi. C'est dans le cadre où on n'aurait pas une pièce suffisamment grande et ventilée pour pouvoir le mettre en place.
Donc, le ballon thermodynamique, aujourd'hui, pour donner mon avis perso, c'est relativement cher. Ça coûte 3 000 € à peu près. Enfin, ça dépend des professionnels. Ils font des grandes fourchettes, entre 2 500 et 3 500. À amortir, c'est quand même relativement compliqué, puisqu'aujourd'hui, un cumulus électrique va coûter 600 €. On va passer 150 € d'électricité à l'année. Voilà. Un thermodynamique, ben, on va être à un achat autour de 3 000 € et on va passer bien moins que 150, ça c'est un fait. À amortir, à voir, quoi. Durée de vie 10-15 ans, c'est pas, voilà. L'idée est bonne, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ouais, moi, j'en ai vu seulement dans des maisons individuelles neuves parce qu'il fallait une obligation de mettre une énergie renouvelable et que du coup, c'était un peu la bonne La bonne gage. chose à mettre pour éviter de mettre autre chose comme énergie renouvelable. On le voit exactement aussi sur des propositions de on vous change votre système de chauffage et votre cumulus parce qu'ils mettent un thermodynamique et l'ensemble permet d'atteindre aussi certains points. Donc, ils proposent ça parce que voilà, Ok. c'est pas, voilà. Je ne suis pas convaincu, mais on m'avait posé la dernière fois la question, qu'est-ce que j'ai chez moi en chauffage? Je balance aussi. Je suis en thermodynamique Ouais. et j'en suis pas extrêmement satisfait. Donc, Ok. voilà. En parlant de ça, donc on reste toujours sur ce type de ballon. Préparateur, préparateur et préparateur solaire. Je fais la différence entre les deux, puisqu'un préparateur va être un ballon qui est relié à une chaudière type bois ou granulé. Et dans ce cadre-là, on va avoir un réseau qui va passer en serpentin à l'intérieur de ce ballon, qui est le réseau de chauffage, et qui va préchauffer l'eau chaude sanitaire avant de partir au chauffage. Et après, votre eau chaude, bah, l'eau chaude sanitaire, c'est ce qu'il y a autour, et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ce préparateur qui est relié aux chaudières bois et granulés euh, coûte à peu près 2 000 €. Et en été, on va devoir y additionner une résistance électrique pour pouvoir éviter de brûler du bois ou du granulé pour préchauffer notre eau chaude sanitaire. Donc le gain réel est sur l'économie éventuelle de la production d'eau chaude sanitaire en hiver. On peut se poser la bonne question aussi. Et le préparateur solaire. Alors préparateur solaire, c'est intéressant. C'est un petit peu cher encore. C'est pas très écolo, mais c'est intéressant, dans le sens où c'est pas écolo parce qu'on utilise un fluide caloporteur type glycol qui va naviguer des panneaux en haut et qui va descendre dans ce préparateur, qui va faire exactement le même circuit en fait, un serpentin, et qui va préchauffer l'eau. Donc on peut l'utiliser aussi pour préchauffer l'eau chaude de chauffage. On met le serpentin de chauffage en même temps dedans et puis on peut le mettre ensemble. C'est des choses qui peuvent coûter relativement cher avec les panneaux solaires à mettre en place, avec le préparateur, choses qui vont varier entre 3 et 5-6 000 €, quoi. Donc ça peut aller très très vite. Mais pour l'avoir vu même dans notre région, donc nous on est dans la Loire, dans notre région, les gens sont plutôt satisfaits du préparateur solaire et de son fonctionnement, sans parler de l'amortissement. Mais on est sur un truc qui est sympa. Après, il existe certaines productions d'eau chaude en solaire où c'est directement l'eau qui passe dans les panneaux. Par contre, on ne peut pas mettre ça dans des régions où on va avoir du gel. On Ok. a certains pays où on peut voir des cumulus, enfin, ça ressemble à des cumulus directement posés sur les toits, avec les panneaux qui vont avec. C'est l'eau qui navigue dans les panneaux. Mais cependant, si on est dans un endroit où il risque d'avoir du gel, eh ben, ça ne marche pas. Ou alors, il faut qu'on vidange. Donc, c'est pour ça que par chez nous, on reste avec un fluide qui fait la navette. Et c'est ça le côté peu écolo, parce que ce fluide, à recycler, c'est catastrophique, à fabriquer aussi. Enfin, on est sur un produit chimique, quoi. Mhm. Euh, sur les préparateurs, là, avec l'expérience et depuis le temps que je vois des préparateurs, ça vieillit pas super bien. Et on a des serpentins qui viennent à percer. J'ai eu le cas typique chez un client où on remplace sa chaudière fuel vers une pompe à chaleur. Il avait un énorme préparateur. Je ne pourrais plus vous dire combien de litres, mais je crois qu'on devait être près de 3000 litres. Et il préchauffait son eau chaude de chauffage avec son solaire et avec son eau chaude sanitaire. Donc en gros, dans son grand ballon, un serpentin avec le glycol, un serpentin avec l'eau chaude de chauffage, et puis tout ça qui trempait dans son eau. Et quand on a vidangé son installation pour déposer sa chaudière, on avait beau vidanger, on avait encore de l'eau qui coule. Constamment.
et de l'eau froide au bout d'un moment. Et en fait, on a constaté que les serpentins à l'intérieur avaient percé. Et donc, le ballon qui était rempli d'eau chaude sanitaire à la pression 3 bars habituelle, quand nous, on a vidangé le réseau de chauffage, et ben en fait, l'eau qui était dans ce ballon-là est passée dans cette fuite et donc venait à la vidange qu'on était en train de faire. Et on a remarqué aussi que le serpentin du glycol avait percé. Et donc, on avait un mélange de glycol, eau chaude sanitaire et eau chaude de chauffage. Donc, c'était un peu catastrophique. Alors, sur le glycol, c'était très, très peu, mais sur l'eau chaude de chauffage, ça craignait. L'eau chaude de sanitaire, ça craignait. Et on a appris que le monsieur, tous les matins, plutôt que de faire chauffer de l'eau à la bouilloire, il prenait l'eau chaude de son robinet, parce que c'était plus simple et plus rapide, Ouais, il y en a plein pour qui faire font son pas thé. ça. Voilà. Donc, petit rappel, très, très important. Peu importe, même si on se dit avec le gaz en instantané, ça peut se faire. Non. Peu importe votre production d'eau chaude sanitaire, on ne boit pas l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus des biberons pour les enfants avec l'eau tempérée. Je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Et si on la fait Euh, bouillir après, ça marche ou pas? si on la fait bouillir après, ça peut fonctionner, oui. Mais enfin, Ouais. j'irai pas, tu vois, parce que quand tu vois certaines maladies qui s'accrochent dans Ah les oui, tuyaux, oui. qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, même en balançant de l'eau à 90. Ok, je vais redire à mon copain qui me fait mes pâtes avec de l'eau chaude. On gagne du temps. Mais dans ces cas-là, tu le fais à la bouilloire. Tu mets Ouais, de l'eau froide à la oui, bouilloire, ça va un peu plus c'est vite. Et ça. puis, Et du coup, justement, est-ce que c'est mieux de prendre sa bouilloire ou de faire chauffer sur une plaque, tu vois? Enfin, alors, la consommation, est-ce qu'on est sur du gaz ou est-ce qu'on est sur une plaque plaque à élect, hein. induction? Ouais, élect, normal. Tu vois, c'est là où il faut se poser, ouais, voilà, faut se poser la question. Il faut mettre des petits testeurs et aller voir à combien on consomme au moment où on produit notre eau chaude. Ouais. La question peut se Ouais. poser. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler, on ne boit pas son eau chaude sanitaire. Mm. Et Et on le ne gagne ballon pas d'eau du temps. chaude, il faut qu'il soit à quelle température Alors minimum? aujourd'hui, la réglementation nous demande une sortie de ballon à 55. Après, les ballons sont réglés pour faire des cycles où ils vont monter en température et redescendre pour éviter certaines maladies, Ouais. certaines bactéries qui s'installent. Et, et même en journée, du coup, parce que je me posais la question sur. Même aujourd'hui, ouais. Ok. Et si tu t'en vas un week-end et que tu coupes ton ballon pour pas que. C'est pas la meilleure idée. Enfin, ou pendant les vacances. Ouais, après, je me suis reposé la question pour éviter Après, ça. les anciens cumulus classiques, quand ils chauffent, tu vois. Et après, c'est derrière, en fait, tu es censé avoir un thermostatique qui vient mélanger avec de l'eau froide pour que l'eau dans ton réseau soit à 55. C'est une obligation maintenant qu'on a. Sur certaines installations, il n'y a pas. Donc, ton ballon, il peut monter peut-être à 70, 65. Et ça fait le job, quoi. Mais par contre, normalement, tu es censé, à la sortie, avoir une régulation pour ça. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ce que j'ai vu entre-temps, on a eu quelques nouveaux connectés. Et j'ai pas regardé dans le chat. Non? Non, bon, après, je pense que la question classique, c'est ouais, c'est au niveau du DPE, lequel est le mieux noté, quoi. Ah, le mieux noté. Mm. Alors, dans les bien notés préparateurs solaires et thermodynamiques, bien entendu, puisque le cumulus électrique, c'est pas exceptionnel. Ok. Après, d'un point de vue, et c'est là où voilà, Ouais. c'est là où tu prends un peu de distance avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends une pompe à chaleur avec l'eau chaude sanitaire. Ouais, cool. Cependant, la majorité des constructeurs évitent que l'eau chaude sanitaire soit produite par par la PAC en été, parce que ça fait faire des courts cycles aux compresseurs, ils n'en sont pas fans. Ouais. Donc, ils font fonctionner sur l'appoint, c'est-à-dire une résistance électrique, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un cumulus électrique tout le temps de l'été où ton chauffage ne tourne pas. Ouais, ouais. Question Oui, se c'est pose. important. Ton ballon perce dans une pompe à chaleur à changer, c'est catastrophique, ça vaut une fortune. Mm. Euh, voilà. Donc après, tu dis une pompe à chaleur à côté et un cumulus électrique. D'un point de vue retour sur investissement, fonctionnement et tout, et sur un truc qui est quand même logique. Par contre, Mhm. d'un point de vue purement DPE, audit, bah ouais, non, si tu mets de l'eau chaude à part, bah, tu vas la mettre plutôt sur un thermodynamique ou un préparateur. Ok. Ça dépend si tu as besoin de gagner des points ou pas. Ok. S'il manque un petit bout pour avoir la réno globale et toucher le petit bonus. Mm, mm. Ok.
Ensuite, rapidement, je voulais en parler parce que c'est quelque chose que je vois souvent, très souvent, les différents tarifs électriques et les gens sont beaucoup perdus avec ça. Il a existé, il existe encore, donc différents abonnements. Je pars sur des termes qui sont utilisés chez EDF, hein. Je ne me suis pas trop pris la tête. EJP, donc ça, c'était quelque chose qu'ils ont mis. On trouve souvent ça en milieu rural. Ce sont des jours, il y a 20, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 22 jours à l'année qui sont 10 fois plus coûteux que les autres jours de l'année. Par contre, les autres jours de l'année, l'électricité vaut quasiment rien. Mais par contre, pendant ces 22 jours, ben, c'est un petit jeu. Il y a le voyant rouge qui s'allume sur le tableau pour dire qu'on passe en EJP et les gens déconnectent l'intégralité de leur matériel électrique. On n'a plus le droit de presque vivre dans les maisons que c'est en EJP. Et pour ceux qui ne peuvent pas, eh ben, c'est là où ils se rattrapent en fait. Et donc ces jours-là sont définis par rapport aux températures. Donc dès qu'il fait froid, on sait qu'on va avoir un basculement EJP. Ok. Donc ça fonctionne encore maintenant. J'ai eu un client là qui me dit il nous reste encore, je sais plus, il restait encore 5 jours, 8 jours, j'en sais plus, avant la fin de la saison pour qu'il bascule de l'EJP. Et donc je crois que la semaine dernière, ils ont dû mettre quasiment toute la semaine en EJP. Ah oui. C'est un tarif qu'on peut plus prendre parce EDF était trop perdant parce que les gens maintenant, en plus avec tout ce qu'on peut faire, ben, on peut se permettre de quasiment tout couper et trouver une solution annexe. Souvent, c'est des gens qui chauffent au bois. Donc voilà, on ne peut plus l'avoir, c'est déjà existant. Si vous trouvez des logements où vous avez encore un abonnement EJP, c'est pas déconnant de le conserver. Ça porte à la réflexion parce que vraiment l'électricité est pas chère. Après, voilà. Par contre, si vous faites sauter, vous êtes locataire, vous faites sauter le JP au propriétaire, bon courage pour le propriétaire. Ensuite, il y a une série qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge. Alors, c'est des horaires en bleu, des horaires en blanc, des horaires en rouge. Ça dépend des jours, c'est un truc hyper alambiqué. Ça doit avoir 4 tarifs en tout. Comme les tarifs de la SNCF, c'est pareil. C'est c'est incompréhensible. Tu comprends rien. Voilà. Donc ça existe. Là, franchement, ça c'est des trucs. Il faut avoir fait maths sup, être au taquet et savoir exactement ce qu'on fait. Et ensuite, le tarif jour-nuit et le tarif base. C'est vraiment là-dessus, sur bleu, blanc, rouge, jour-nuit base, sur lequel on va se focaliser. Un tarif jour-nuit, bah, c'est pas compliqué. Vous avez des créneaux horaires qui sont pas pareils pour tout le monde, pas pareils par rapport aux fournisseurs et pas pareils non plus. Genre, chaque fournisseur, c'est pas les mêmes horaires. En gros, c'est des 22h, 6h du matin. C'est ce genre de truc. L'idée étant de vous inciter sur la basculement jour-nuit, eh bien, de mettre votre cumulus en marche la nuit parce qu'il y a moins de demandes générales. Donc, ils vous font l'électricité à moins cher. Et puis, vous consommez la nuit votre lave-linge, sèche-linge. Voilà, vous faites des choses qui peuvent être énergivores à ce moment-là. Et puis, en tarif jour, bah, c'est là où on fait attention. Ou si on est actif, eh ben, on part au travail et puis on n'utilise pas ça. Et puis, le tarif base, bah, c'est le même tarif tout le temps. La différence entre ces deux abonnements, déjà, ça va être le prix de l'abonnement. Le tarif du prix de l'abonnement base est un peu moins cher qu'un tarif jour-nuit pour l'abonnement fixe. Et après, si on prend une moyenne, le tarif base, c'est 15 centimes du kilowattheure. Le tarif jour, c'est 17 centimes du kilowattheure. Et le tarif nuit, c'est 13 centimes. Donc 13, médian 15 et 17. Compte tenu de l'évolution de la manière dont on vit dans les maisons et le fait de voir que c'est de plus en plus d'actifs qui se posent la question du remplacement de leur système de chauffage et leur mode de vie, eh ben, on constate que quasiment sur les personnes qui sont aujourd'hui, 70% de leur consommation passe en tarif jour. C'est-à-dire qu'ils payent un abonnement un peu plus cher, mais en plus de ça, eh ben, ils ont 70% de leur kilowattheure qui passe à 17 centimes et 30% qui passe à 13 centimes. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Et sur les analyses que j'ai pu faire pour des personnes qui payent à peu près 2000 euros d'électricité, on a une économie de 300 euros par an de basculer en tarif base. Ouais, ouais. Il y a le calcul à faire, quoi. Et en plus, jour-nuit, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'installation dans son tableau ELEC pour aussi basculer. Oui. Alors, le jour-nuit ne se connecte pas, comme j'ai pu entendre des conseillers EDF qui ont dit ça. On ne connecte pas le jour-nuit sur la PAC, sur le ballon thermodynamique. On ne fait pas ça. Sur la résistance électrique, il vient faire la pointe de votre préparateur en été parce que vous l'avez encore, ça se fait.
mais absolument pas, parce que si la pompe à chaleur ou le ballon thermodynamique est en pleine charge et en train de faire son cycle de compression, et que là vient d'intervenir la disjonction parce qu'on passe en jour, on passe en nuit, c'est comme ça que vous plantez votre matériel. C'est mortel pour les compresseurs. Mortel. Donc ça fait quand même pas mal de raisons. Donc à partir du moment où on fait aussi notre rénovation de la maison, on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on conserve le tarif jour-nuit et est-ce qu'on passerait pas en base? Voilà. Ce qui permet aussi de se poser la question sur l'étape suivante, le solaire, la fabrication du photovoltaïque. Des questions sur cette partie-là? Dernier point. Roulement de tambour. Juste un petit focus sur la terminologie. Solaire, photovoltaïque, on fait souvent l'erreur d'en parler. Quand on parle de solaire, c'est qu'on a un fluide qui passe dans des panneaux. Quand on parle de photovoltaïque, c'est qu'on est en production électrique. Voilà. Souvent, on dit, je vais mettre des panneaux solaires en pensant produire de l'énergie. Ça marche pas. C'est pas fait pour ça. Le panneau solaire, c'est vraiment pour produire votre eau chaude sanitaire ou votre eau chaude de chauffage. Donc le photovoltaïque, c'est encore un peu à la mode. Aujourd'hui, la revente de photovoltaïque, si vous n'avez pas minimum 200 mètres carrés de panneaux à poser chez vous, c'est pas rentable, clairement. Et si on a à partir de 200 mètres carrés, ben on en a pour 8 ans. Et après, on bénéficie, généralement c'est 8-10 ans, mais à partir de 8 ans. Et donc de 8 ans à 20 ans, ben on a cette période où on va vraiment faire de la revente et ça va être intéressant, puisqu'au bout de 8 ans, ils seront payés. Mais par contre, en dessous de 200 mètres carrés, la revente EDF, c'est fini. Les 60 centimes de rachat, c'est terminé, ça n'existe plus. Et les primes sont très faibles, donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. EDF rachète généralement autour de 10 centimes du kilowatt de ce qu'on va pouvoir remettre dans le réseau. Donc, quand on parle de photovoltaïque, on parle plus de revente. Par contre, on peut parler d'autoconsommation, parce que c'est quelque chose qui est intelligent. L'autoconsommation, si on a de la pompe à chaleur, on a du ballon thermodynamique, on commence à avoir un peu d'énergie qui est demandée. Puis si on a une vie habituelle, ordinateur, bon, bah, on va commencer à consommer de l'électricité. D'autant plus si on a une climatisation ou une pompe à chaleur réversible sur un plancher chauffant, bah, ça va avoir d'autant plus de sens. Comme quand on parlait des systèmes de chauffage, bah, tous les systèmes de chauffage, on ne peut pas se dire bah, je vais m'autoproduire. Du gaz, on ne peut pas en fabriquer. Du fuel, on ne peut pas en fabriquer. Du bois, on peut aller encore en couper, mais du granulé, on ne peut pas en faire. Et de l'électricité, bah, ça fait partie d'une des seules énergies où on va pouvoir se permettre d'autoproduire notre électricité parce qu'on va pouvoir le faire. Si vous entendez parler vous ne paierez plus de facture électrique, je pense que là, le violon, il est très grand et il joue comme ça, parce que c'est impossible. Dans tous les cas, vous avez de toute façon un abonnement à payer, à minima. Et de toute façon, vous avez une période aussi dans l'hiver où vous allez dans l'incapacité de produire correctement de l'électricité pour pouvoir couvrir votre besoin. Donc, ça ne marche pas. Avec une pompe à chaleur, son coefficient d'efficacité énergétique va tomber quand il va faire froid. Quand il fait froid, c'est là où on a le moins de soleil aussi. On a des jours moins ensoleillés. Donc là, on a vraiment, c'est là où on va en avoir plus besoin. Donc c'est très rare de pouvoir compléter. Donc on ne peut pas autoconsommer à zéro aujourd'hui si on veut avoir un système de vie classique. Ou alors si on est prêt à avoir une cheminée bois-bûche à côté et puis on se dit j'ai plus d'énergie, je coupe et puis je vis à l'ancienne. Mais concrètement, sur de la vie un peu plus actuelle, c'est quasi impossible. Donc, il arrive les batteries et les batteries virtuelles. Les batteries physiques, on va éviter d'en parler longtemps, côté écologique. Et puis, côté surtout stockage, il faut une place énorme pour pouvoir stocker un volume d'électricité pour pouvoir le réutiliser. Cependant, aujourd'hui, il y a des professionnels qui font aussi de la distribution d'énergie, qui proposent ce qu'on appelle des batteries virtuelles. Et sous forme de contrat, ils vont comptabiliser l'énergie que vous avez renvoyée dans le réseau, qui au passage a été utile pour quelqu'un d'autre. Ils vont comptabiliser cette énergie-là, de surproduction, si vous voulez. Et quand vous en avez besoin, il va vous la rendre. C'est sous forme de contrat par rapport à des puissances. Donc, vous êtes limité en fait à un nombre de kilowatts que vous remettez dans le réseau et que vous récupérez. Mais c'est une solution qui est intéressante et qui est peu coûteuse.
qui a un tout petit coût, mais quand même qui est moins coûteuse que si on doit acheter notre électricité pure. Donc de l'autoconsommation sur batterie virtuelle, on est sur une évolution qui est super intéressante, un développement qui est vraiment intéressant. Il y a des sociétés sur le territoire, j'allais dire notre territoire, mais le territoire Rhône-Alpes, qui proposent ça et qui sont aussi fournisseurs d'énergie. Par contre, c'est là où il faut faire très attention, c'est le professionnel qui va venir vous accompagner là-dessus. Clairement, il faut vos factures d'électricité des années précédentes pour les analyser. Et une seule année n'est pas suffisant. Il faut vraiment 2 ans pour commencer à voir comment ça se passe et en faire de la moyenne et analyser votre logement aujourd'hui pour savoir ce que vous risquez de consommer s'il y a des modifications, des choses comme ça. Et à partir de là, c'est de faire un calcul. Alors, on a des logiciels qui nous permettent de le faire, mais c'est que de vérifier que on va pas trop surproduire, on va pas trop sous-produire en fait. Donc, je peux pas, enfin là, j'ai pas pensé à pouvoir vous faire un schéma, mais bon. L'électricité, tiens, je vais essayer de le faire sur ma vidéo, ça va être rigolo, on va tenter. L'électricité, de janvier, on va beaucoup consommer, on va descendre sur juillet et on va remonter automatiquement sur la fin d'année de consommation. Donc, on a une grosse zone en bas de consommation. Et après, on va à notre production de panneaux. Mais notre production de panneaux, elle va être plutôt faible en janvier, et puis elle va monter crescendo sur la partie la plus ensoleillée pour redescendre de nouveau. Donc on a une zone au milieu là, qui est un petit peu, qui est en partie utilisée par ce qu'on a besoin en été, et puis ce qu'on va surproduire. Donc l'idée, c'est que dans l'étude, on va pas trop surproduire, mais on va surproduire juste le nécessaire pour le donner en batterie virtuelle et de récupérer cette petite partie sur les parties où on en a besoin. Donc, c'est-à-dire qu'on va réguler notre consommation électrique sur notre facture, notre dépense énergétique sur une partie très très basse, si tu veux. Et puis ensuite, on va venir compléter les points manquants par notre production qu'on aura fait en été, puis qu'on aura pu faire en linéaire. Parce que si on fait de l'autoconsommation sans batterie virtuelle, ça veut dire que tout ce qu'on va surproduire, ça part directement dans le réseau racheté à 10 centimes. Et on vaut mieux le renvoyer dans le réseau et même pas racheter parce que c'est un contrat blindé. Et puis à ce moment-là, si on ne veut pas prendre de batterie virtuelle, on prend très très peu de panneaux pour que la petite courbe de production soit vraiment juste au-dessus de notre consommation. Pour vraiment qu'on ait très très peu de lancers, parce que ça sert à rien de mettre 6-10 kilowatts de panneaux sur le toit si derrière, dans la période où vous en avez le moins besoin, vous surproduisez autant. D'où certains mauvais calculs par des professionnels qui disent vous consommez combien par an? 8000 kWh, d'accord. On va mettre l'équivalent de 8000 kW de panneaux, et puis comme ça, vous ne paierez plus d'électricité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, parce que là, principalement, de la production qu'on va faire, ça va être quand on n'en a pas besoin. Voilà. C'était le petit focus solaire photovoltaïque. Je pense que c'était important d'en parler, parce que ça va aussi avec la partie électrique. Donc, si on a des possibilités assez intéressantes, c'est de se dire, OK, on met quelques panneaux qui conviennent à notre consommation pour la partie autoconso en électrique. On peut se mettre une pompe à chaleur derrière, on peut mettre un cumulus, c'est pas très grave. Tout dépend des points qu'on a besoin de rattraper par rapport à l'audit. Ok, donc ça reste intéressant du coup de mettre des panneaux photovoltaïques. Bien analysé et pas spécialement beaucoup. D'ici quelques années, je pense que ça va le prix va encore baisser, franchement, parce que là, le prix est enfin après, Ouais. avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, on va mettre peut-être, mais en tout cas, les prix avaient été partis sur une tendance à baisser. Et en plus, on a des panneaux qui sont de plus en plus puissants. Avant, on mettait des panneaux de 120 watts. Le panneau, quasiment, je dirais 1,20 m carré à peu près. Maintenant, ils font 300, 400 watts, les panneaux. Donc, on a des trucs qui sont ultra puissants, quoi. Okay. Et c'est tout bénef pour ceux qui ont la grêle. Ouais. Puisqu'on ne trouve plus des panneaux de 130 watts. C'est plus possible. Donc, on en met des plus gros. Okay. Donc, il y en a une partie qui part en autoconso. Voilà. Tadam. Très bien. Eh bien, merci. Eh bien, de rien. Merci à toi, Alexandra, d'avoir permis de réaliser ce webinaire en 2 temps. Ouais. Et après, si oui, il y a des personnes qui ont des questions. Il y a Alexis, Eudes, après David, Jérôme, Julien. Mais en tout cas, j'avais posé des questions sur Instagram. Ils m'ont tous demandé
qu'est-ce qu'il faut mettre comme moyen de chauffage pour augmenter sa note de DPE sans payer trop cher, évidemment. Après, ce qui est important, c'est, tu vois, par rapport à l'audit, c'est de la manière dont on va changer notre consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es sur un système électrique et tu veux augmenter ton étiquette énergétique, ça va être beaucoup plus compliqué de l'augmenter. Tandis que si tu es sur du fuel, c'est une énergie primaire qui est mal notée, si tu veux, qui a un gros coefficient. Donc, automatiquement, passer du fuel électrique, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour répondre à cette question, enfin, on ne peut pas donner une réponse générique. Ça dépend vraiment de l'énergie primaire en place. Moi, ouais, mais du coup, pour arriver à une étiquette D, quoi, du coup, le Graal, pour continuer à louer tes logements si tu es un bailleur, je pense qu'il y en a pas mal. Et aujourd'hui, ils ont de l'électrique un peu. La régulation va jouer va jouer une belle partie dessus, c'est-à-dire avoir des radiateurs qui vont être connectés entre eux, et la ventilation aussi, qui fait partie quand même des systèmes de chauffage qui peuvent aussi être intéressants. Okay. Un petit focus sur les dates. On parlait du locatif, puisque ça avait été. J'avais pas les dates exactement la dernière fois, donc je les reprends de suite. Ouais, Petite interlude de musique en attendant. Non, c'est bon, je l'ai plus. je les avais aussi, les dates, mais c'est genre. Étiquette G à partir de 2025. On ne pourra plus les louer, hein. Interdiction de mettre en location les logements mal isolés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Ouais. Donc le Graal du D sera donc en Ouais. 2034. En même temps, si tu veux payer tes travaux, il faut y penser un peu. C'est ça. Non, mais c'est Avant, carrément, quoi. je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Et ouais, non, mais pour Petite la info. plupart, c'est plutôt des bâtiments tu vois, en pierre ou quoi. Enfin, plutôt vieux bâtiments en centre-ville. Si tu es en zone ABF, en plus, c'est difficile à isoler par l'extérieur. Et souvent, l'isolation par l'intérieur, oui, du coup, ce qu'on disait, ça fait perdre de la surface. Donc, pour peu que tu sois en conventionné ANA, t'as pas envie de perdre de la surface. Il reste du plancher bas, des combles, de la ventilation. Voilà. Ouais. Après, un bout de fenêtre, hein, mais on n'arrive pas enfin, c'est à part si tu pars sur un simple vitrage, on n'arrive pas vraiment à casser une étiquette juste sur du vitrage. C'est quand même relativement compliqué. Petite info complémentaire pour l'aide qui s'appelle Sérénité, MaPrimeRénov' Sérénité, qui est destinée aux propriétaires occupants. Les primes énergie C2E seront cumulables avec l'ANA à partir du 1er juillet 2022. Aujourd'hui, quand on partait sur un programme Sérénité, on ne pouvait pas demander les C2E. Ok. Et là, maintenant, 1er juillet 2022, les C2E Pour récupérables aussi. pour les occupants ou les bailleurs? Pour Non, les occupants, ouais. Propriétaires bailleurs, tout ce qui va être ANA, ça va être assez compliqué de passer par là, puisqu'ils ont mis sur le dernier document, ils ont écrit, c'est un petit peu noir sur blanc, MaPrimeRénov', qui peut en bénéficier, ne sont pas éligibles les nus propriétaires, les personnes morales. Par exemple, les sociétés civiles immobilières. Et là, ils ne précisent pas si c'est à l'IR ou à l'IS. Ouais, il me semblait que c'était que à l'IS que tu avais Donc pas. là, ce sera encore à affiner, parce qu'il me semblait aussi que c'était que à l'IS. Ouais, bah, Après, à l'IR, ce sont peut-être des personnes physiques. oui, ouais, ouais. Non, mais je pense qu'on essayait à lire normalement, enfin jusqu'à présent, aux dernières nouvelles, tu pouvais. Ça passe. Après, ouais, Voilà les dernières ok, infos. bien. Eh ben, écoute, s'il n'y a pas plus de questions, c'est vrai que isoler le plancher bas, isoler les combles, VMC, Ouais, oui, c'est ça, ouais. Sur les ouais. propriétaires bailleurs avec logement conventionné pour avoir un peu de prime et tout ça, ouais. Et puis un audit énergétique. Ouais. Et donc, on essaie tous les mardis soirs de faire un petit visio pour expliquer ce qu'est l'audit énergétique et la différence avec le DPE. Oui, mais du coup, les audits, ils vont être obligatoires aussi. Pour la mise en vente des biens les biens F et G à partir du 1er septembre 2022. Ouais, ok. Là. Ça devait être 1er janvier, mais donc ce sera obligatoire pour la mise en vente. Après, c'est obligatoire pour tout ce qui est bonus MaPrimeRénov'. Ok. Euh,
BBC, sortie de passoire énergétique et Réno Global. Ok, très bien. Du coup, vous travaillez surtout sur des maisons individuelles. On est en train de passer la formation copropriété et, ouais, appartement, parce que là, David est dessus et on nous en demande Bah de oui, plus en plus. les copros, ça va être un gros boulot là. Ah, il y a une vraie demande là-dessus, ouais, tout à fait. Donc on s'y met aussi. On répond à la demande. Et du coup, je sais pas du coup si tu sais, mais pour voter les travaux, il faut que ce soit. Parce que j'ai eu quelques doutes. Il faut que à l'Assemblée générale, tout le monde vote à l'unanimité pour. Je ne sais pas. Ouais, parce que j'ai cru comprendre que c'était ça. Peut-être que ça a changé, ou peut-être ça dépend de comment est rédigé le PV de l'AG, quoi. Mais du coup, ouais, pour faire voter les travaux en copro, bonne chance. Bah, déjà que tu vois un ravalement de façade ou un truc comme ça, c'est déjà la guerre. Alors unité E. Ouais. Des comptes, ce serait peut-être, j'ai envie de dire, presque un peu plus simple, quoi. J'ai Ouais, cherché. et mettre des VMC en copro quand il n'y en a pas, vous le faites, enfin ça se fait. Quand ça peut se faire, quoi. Ouais. Après, il y a certains types de VMC qui peuvent se faire par des conduits collectifs et reprendre un fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour la copro, aujourd'hui, il faut que tout ce qui est partie commune soit voté par l'ensemble des copropriétaires, à l'unanimité. À l'unanimité, on est d'accord. C'est ça le problème. C'est le problème qui peut être mis en place. Et si ça vient d'un copropriétaire, c'est lui qui doit faire la demande et faire une réunion exceptionnelle pour exposer les différents gains qu'il peut réaliser par le biais du syndic. Les gains Énergétique. Énergétique, tout à fait. Donc, ma prime rénov pour ma prime rénov copropriété est une aide socle de 25% du montant de travaux, plafonnée à 15 000 € par logement. Une assistance à maîtrise d'ouvrage obligatoire. Ouais. Et du coup, les assistances à maîtrise d'ouvrage, vous, par exemple, vous allez pouvoir le faire, peut-être, non? Enfin, c'était, je crois, le débat, non? C'était si ça allait être ouvert au privé ou je sais plus. Pour l'instant, Ça reste encore du débat. Hein. Oui, oui. Donc vous, le but, c'est aussi que vous puissiez faire l'AMO, quoi. Idéalement, si on avait un service d'AMO, David retrouverait son métier fétiche. Non, mais je pense que c'est pas mal. Parce que là, Et aujourd'hui, c'est des personnes qui sortent des... aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui font que de l'AMO, là, qui sont Ok. dessus. Alors après, ce qui s'était passé avec comment ça s'appelait, Action Logement, où c'était des sociétés de bâtiments qui ont créé des boîtes d'AMO juste Oui, pour c'était ça. répondre à l'obligation. C'est un peu. Mais je pense qu'elles doivent plus trop être là, ces boîtes-là. Et dernière info pour la prime Rénov Copro, pour être éligible, la copropriété doit avoir au moins 75% des lots ou à défaut des tantièmes dédiés à l'usage d'habitation principale, réaliser des travaux permettant un gain énergétique d'au moins 35% et d'être immatriculé au registre national des copropriétés. Pour le MaPrimeRénov' CoPro. Ok. Très bonne lecture, ça. Ouais, il est en version numérique sur le site de l'ADEME, je crois. Ouais, mais je ne peux pas passer mon temps à stabiloter, tu vois. Là, j'ai tout stabiloté, je le prends, tac, en un coup. Ok, très bien. Ok, super. Un petit commentaire. Salut Alexis. Pas de questions, super. Bon. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on reste dispo. Faut pas hésiter à aller sur le Slack aussi, dans le Discord. Ouais, c'est Le Discord. Discord, auquel tu vas pouvoir nous renvoyer, de s'inscrire à la newsletter et de participer. Et on a mis des petits quiz en place. Merci Voilà, Alexandra, nous a fait une section quiz ouais, c'est dans ça. laquelle on pose des J'en ai photos. Et plein qui viennent de l'AQC, là, de l'association Qualité Construction. Là, ils ont fait plein de petites formations et tout. très intéressant le PDF que tu as mis d'ailleurs. Super, super Ah, il y en intéressant. a plein, il y a plein de ressources comme ça. J'en ai Et plein. pour le coup, je pense avec David, on va s'amuser à envoyer pas mal de photos de caméras thermiques parce que on a de quoi s'amuser tous les jours là. Bah oui, Tous les c'est jours. marrant en plus la caméra thermique là. Et puis d'ailleurs, si vous êtes dans des régions où ça se fait, j'ai vu qu'il y a pas mal de communes qui mettent à disposition des caméras thermiques
pour venir l'emprunter un jour ou deux et tester sa C'est pas maison. bête. Ou j'ai vu qu'ils faisaient des visites aussi dans la rue où les gens ils se Ah oui, regroupent. ça, ils en ont fait, ouais. Ouais. Ce que Non. j'aimerais bien, c'est qu'on fasse comme en Belgique aussi, qu'on aide les particuliers à faire des audits énergétiques et qu'on leur explique ce que c'est. Bah ouais. Parce Ah oui, que en Belgique. Et du coup, ils ont fait quoi en Belgique alors? alors, ils sont grave avancés et ils leur donnent une partie de. Alors, soit tu as des communes qui donnent 100 € par audit, tu as des communes qui prennent en charge ou ils ont un certain nombre. Enfin, c'est hallucinant ce qu'ils font en audit énergétique là-haut. Ouais. Quand j'ai mis ma première campagne Google en place, j'avais pas défini, si tu veux, Rhône-Alpes et j'avais mis juste France pour voir en toute la partie, toute la Wallonie. Ah oui, C'était enfin, j'ai eu du flow dessus, mais enfin bon, je pouvais ouais. pas répondre. Mais Ouais. ouais, ils sont hyper sensibilisés là-haut sur l'audit et pour eux, c'est normal. Donc nous, on a une vraie pédagogie à faire chez nous. Ok. Puis alors en France, pédagogie. Après, je me disais, c'est la philosophie, hein, mais pourquoi on chauffe nos logements et juste pas nous, tu vois? Pourquoi on chauffe des volumes, pas juste notre corps? Alors nos grands-pères trouvaient ça très pratique, tu vois, de mettre un pull. Ouais, c'est C'est ça. pas mal, hein, c'était une solution qui Un était. pull chauffé, tu vois, avec une petite résistance dedans, puis un panneau solaire sur le dos. Ouais, voilà, c'est ouais. Après, la fabrication, faut pas trop aller regarder, tu vois. Parce que je vois, il y a des vestes qui est vendues dans un magasin Ah d'électricité à oui, côté. Ouais, c'est cool, tu chauffes, les gars, ils sont oui. super contents. Mais alors, par contre, enfin, c'est international, hein. Ça, tu Il y en peux- a qui connaissent pour ceux qui ont fait l'armée. Là, Oui, ah c'est non. vrai. Ah, voilà. Ah Voilà, ouais, voilà. bah voilà. Bah pourquoi? Est-ce que finalement, c'était pas plus écolo de se faire des habits chauffants que de chauffer nos immeubles entiers? Je sais pas. C'est une question qui peut être intéressante à creuser. Faudra pas qu'on oublie de regarder comment sont fabriquées les résistances, le Ouais. matériel, le tissu, où il est fait. Et si, malheureusement, on serait pas tenté d'aller vers des pays à faible coût de main-d'œuvre Oui, c'est pour ça. une production en série, Pareil pour les pompes à avec des enfants chaleur. qui coûtent pas trop cher. Là, on Ouais. risque de renforcer encore. Déjà qu'on fait des baskets et des vêtements, donc Mm. on risque de passer la seconde par rapport à ça. Mais oui, d'un point de vue énergétique, c'est de se dire, attends, Bon, bah, écoute, merci pour la présentation. c'était avec plaisir. Merci d'avoir organisé tout ça. Merci pour ce que tu fais sur le Discord, en espérant que notre communauté Bah oui, grandisse bah, encore et encore. super. C'est sûr. Bien, et bah, à la prochaine Au fois. plaisir. À la Ça va. prochaine. Merci. Salut. Bonsoir, bonsoir tout le monde.